Donc, je suis gastro-entérologue à l'hôpital Bicêtre et je vais commencer cette partie sur l'alimentation par la partie qui concerne les maladies inflammatoires intestinales. Donc, l'hypothèse principale concernant les mécanismes d'apparition des maladies inflammatoires intestinales, c'est celle d'une réponse immunitaire excessive qui serait dirigée contre une partie du microbiote intestinal chez des individus génétiquement prédisposés. Et cette réponse immunitaire excessive serait favorisée par des facteurs d'environnement dont l'alimentation fait partie. Alors, ces facteurs d'environnement ont été soupçonnés en fait sur d'abord le fait que ce sont des maladies qui sont apparues assez récemment dans notre histoire. Les premiers cas de rectocolite ont été décrits au milieu du 19e siècle, les premiers cas de maladie de Crohn au début du 20e siècle. Et s'il y a une variation de ces maladies dans le temps, il y a aussi une variation de ces maladies dans l'espace. Là, vous voyez une carte du monde avec l'incidence des maladies inflammatoires intestinales représentées selon les zones géographiques. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an et pour 100 000 habitants. Et vous voyez que dans les zones des pays en voie de développement, comme l'Asie, l'Europe de l'Est, les taux d'incidence, que ce soit pour la rectocolite ou la maladie de Crohn, sont bas, alors que dans les pays industrialisés, l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, ce sont des pays des taux d'incidence qui sont beaucoup plus élevés. Ce qui laisse penser qu'il y a probablement un rôle dans notre mode de vie occidental qui favorise l'émergence de ces maladies. Et puis plus intéressant encore, quand on regarde ce qui se passe chez les migrants, les personnes qui quittent une zone géographique de faible incidence pour venir vivre dans une zone géographique de forte incidence, on voit des modifications. Et il y a des études qui ont décrit ça, en particulier une étude qui a regardé une population de personnes qui venaient du Bangladesh, donc un pays à faible incidence de maladies inflammatoires, où on les trouve quasiment pas, qui sont venus vivre à Londres. Et donc ces personnes qui n'étaient pas malades ont été suivies sur deux périodes. Une période dans les années 1980, au moment où ils arrivaient à Londres, où là le taux d'incidence de rectocolite et de maladie de Crohn était très bas. Et puis 20 ans plus tard, on a refait une recherche du taux d'incidence de ces maladies dans la même population, et on voit que le taux d'incidence a beaucoup monté, qu'il s'agisse de la rectocolite ou de la maladie de Crohn, et probablement ces personnes ont pris le mode de vie, les habitudes de vie du pays dans lequel ils sont venus vivre, et ont développé des taux de maladies inflammatoires intestinales beaucoup plus importants. Alors des facteurs environnementaux, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont été étudiés dans les maladies inflammatoires et pour lesquels on a maintenant des preuves importantes. C'est ceux qui sont en gras sur cette diapositive. Et nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'alimentation. Donc, quand on parle d'alimentation, il faut d'abord savoir de quoi on parle. L'alimentation, on peut parler des aliments qui sont classés en différentes catégories. Les viandes, les sucres, les céréales, les fruits, les légumes. Mais on peut aussi regarder les choses de façon un petit peu plus précise, la composition biochimique de ces aliments. Et là, on va parler de nutriments. Alors, il y a les macronutriments qui correspondent à l'essentiel de notre alimentation. C'est 98% de ce que nous mangeons. Et c'est ce qui correspond à l'apport calorique. Les protéines, les lipides, les glucides. Et il y a aussi les micronutriments qui sont en bien plus faible quantité, mais qui sont tout aussi importants et qui correspondent aux sels minéraux, aux vitamines et aux oligo-aliments. Donc là, on voit qu'on a déjà quelque chose d'assez touffu, qu'il va falloir étudier ça de façon précise, mais c'est compliqué, c'est déjà assez dense, par rapport, par exemple, à une exposition au tabac, où on compte le nombre de cigarettes par jour et une durée d'exposition, on voit qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus difficile. Et on va compliquer encore les choses parce que, en fait, on mange pas de façon aléatoire les aliments de façon parfaitement équilibré selon les groupes d'aliments. On a des profils alimentaires. Il y a des patients qui vont plutôt manger des fruits et des légumes bio, des céréales complètes, du poisson, et puis d'autres qui vont plutôt être sucreries, fast-food, soda. Et donc, en fait, il y a des associations d'aliments, et quand on étudie un aliment tout seul, en fait, il y a les aliments qui lui sont associés ne sont pas forcément les mêmes selon les patients. Il y a aussi des additifs, des polluants, des métaux lourds qu'on peut trouver dans l'alimentation. Et puis, il y a aussi les modes de cuisson, les modes de conservation des aliments qui peuvent avoir un impact aussi sur l'influence de ce que nous mangeons. Et puis, même en allant un petit peu plus loin, il y a les modes d'habitude alimentaire. Faire 3 repas par jour, c'est peut-être pas la même chose que grignoter un petit peu toute la journée. Donc, vous voyez qu'on arrive dans quelque chose d'assez difficile à analyser. Pour autant, on a quand même des données qui nous sont issues de cohortes, de patients qui sont suivis. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur cette étude, l'étude EPIC, parce que c'est une des plus grosses cohortes au monde. C'est une cohorte européenne qui a essayé d'étudier le lien entre le mode de vie et l'état de santé des patients.
Donc, il y a 500 000 patients, enfin volontaires sains qui ont été inclus dans 10 pays européens. Et ces personnes ont été suivies pendant 15 ans en remplissant régulièrement des questionnaires sur le mode de vie, leur activité sportive, leur environnement et leur alimentation. Et l'objectif, c'était d'essayer d'établir un lien entre le mode de vie de ces patients et la survenue de maladies chroniques. Alors, c'était initialement essentiellement une étude qui était faite pour étudier le rôle des facteurs d'environnement sur le cancer. Mais en fait, dans les questionnaires, ils ont élargi le champ des questions, ce qui a permis de faire une sous-étude au sein de cette étude EPIC, parce que dans 7 pays, il y avait des questions qui concernaient les maladies inflammatoires intestinales. Et donc, on peut avoir une cohorte de patients qu'on suit et où on voit apparaître des maladies inflammatoires avec des renseignements sur le mode de vie de ces patients. Dans cette étude EPIC, on a aussi un sous-groupe français, c'est l'étude E3N, qui est en fait une cohorte où on a inclus des patientes, donc c'était des femmes qui étaient affiliées à la MGEN, la mutuelle de l'éducation nationale. Ces femmes donc ont été suivies entre 1990 et 2005 et ont rempli, comme dans la cohorte EPIC européenne, des questionnaires tous les 2 à 3 ans. Et vous voyez qu'en 1993, il y a un questionnaire qui est spécialement dédié à l'alimentation. Et comme on avait dans l'étude E3N française l'information, apparition ou non d'une maladie inflammatoire intestinale, on a pu, pour toutes les patientes qui ont rempli le questionnaire en 1993, avoir un état des lieux de leur alimentation avant la survenue d'une maladie inflammatoire et donc de pouvoir estimer si on avait éventuellement des facteurs alimentaires dans leur mode de vie qui avaient pu conditionner l'apparition d'une maladie inflammatoire secondairement. Alors bien sûr, les cas de maladies inflammatoires qui étaient préexistantes au questionnaire alimentaire n'ont pas été retenus puisqu'on sait qu'il peut y avoir une influence de la maladie sur le régime alimentaire. Donc le questionnaire, le voilà, c'était un questionnaire très précis, on a interrogé les patientes à la fois au plan qualitatif et quantitatif, on les a questionnés sur 208 aliments en leur demandant la fréquence, la quantité, on a analysé à la fois les aliments mais également les nutriments et l'apport calorique. Et on a pu apporter des réponses, notamment sur l'association entre les nutriments et les maladies inflammatoires intestinales. Donc la cohorte française E3N a montré qu'un apport élevé en protéines était associé à l'apparition de maladies de Crohn. Alors c'est chez les femmes, puisque E3N, je vous l'ai dit, c'est une cohorte essentiellement féminine. Donc on ne peut pas étendre ces résultats aux hommes, mais en tout cas chez les femmes, un apport élevé en protéines aurait un lien avec l'apparition d'une maladie de Crohn. Pour la rectocolite, un apport élevé en oméga 6, en acide gras oméga 6, et faible en acide gras oméga 3 serait lié à la survenue d'une rectocolite hémorragique. Et puis un apport faible en fibres, fruits et légumes, chez les patients atteints d'une maladie de Crohn et non fumeurs, c'était pas significatif chez les fumeurs, serait lié à la maladie inflammatoire intestinale. Ces données ont été pour certaines d'entre elles confirmées par une cohorte américaine, même principe. Ils ont suivi des personnes volontaires, c'était des infirmières américaines pendant plusieurs années, et ils ont identifié les mêmes associations entre oméga 3, oméga 6 et rectocolite et fibres et maladie de Crohn, ce qui renforce le poids de ces données puisqu'elles ont été confirmées des 2 côtés de l'Atlantique. Alors, la cohorte française, elle est un petit peu plus loin parce qu'elle a regardé les profils alimentaires. Alors, on avait 2 types de profils alimentaires. Un profil alimentaire qu'on avait défini a priori, qui est le régime méditerranéen. On l'avait soupçonné l'impact du régime méditerranéen pour 2 raisons. D'abord parce qu'on sait que le régime méditerranéen, ça protège de beaucoup de choses. C'est un régime qui protège des maladies cardiovasculaires, qui protège du cancer. Donc on s'est dit pourquoi pas les maladies inflammatoires intestinales également. Mais surtout parce qu'en fait, il y a un gradient nord-sud. En France, dans les maladies inflammatoires, on a moins de patients malades dans le sud de la France que dans le nord. Et on s'est dit, peut-être le régime méditerranéen, le sud de la France, pourrait expliquer cette différence. Et puis on a regardé aussi des profils alimentaires a posteriori, c'est-à-dire sans idée préconçue. On a pris les questionnaires, on a regardé comment les gens les avaient remplis et on a identifié des profils, comme ce que je vous décrivais tout à l'heure, des associations d'aliments pour des profils de patients particuliers. Et on a regardé profil par profil si on voyait un lien entre l'alimentation, le profil alimentaire et la survenue d'une maladie inflammatoire. Alors, le régime méditerranéen, on n'a pas mis en évidence d'association entre ce régime et une maladie inflammatoire intestinale, qu'il s'agisse d'un Crohn ou d'une rectocolite, donc on était un petit peu déçus. En revanche, pour les profils alimentaires définis a posteriori, on s'est rendu compte que les patients qui avaient une consommation importante en soda, en sucreries et faible en légumes avaient une association. Il y avait une association avec la survenue d'une rectocolite hémorragique.
Donc une association existe clairement entre l'alimentation et les maladies inflammatoires intestinales. Le problème, c'est qu'une association, ce n'est pas une causalité. Et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, quand on a une maladie inflammatoire, on a de la diarrhée, on a des douleurs abdominales, et on va forcément adapter son alimentation à ces symptômes. Et c'est d'autant plus insidieux qu'en fait, on peut très bien avoir des symptômes un peu minimes au départ, avant même d'avoir posé le diagnostic, qui vont insidieusement modifier l'alimentation, alors même qu'on ne se sait pas atteint d'une maladie inflammatoire intestinale. C'est pour ça que pour les questionnaires alimentaires, on a fait une période de blanc de 2 ans entre le remplissage du questionnaire et le diagnostic des maladies inflammatoires, en se disant que si on prenait les maladies diagnostiquées trop tôt après le remplissage du questionnaire, on risquait d'avoir un biais du fait que peut-être les gens avaient déjà modifié leur alimentation avec une maladie qui est en train d'apparaître. Pardon, excusez-moi. Et puis il y a un autre élément dans ces études épidémiologiques, c'est qu'il y a des facteurs confondants. Par exemple, on va dire qu'il y a un lien entre l'alimentation et la maladie inflammatoire, mais est-ce que c'est pas le tabac finalement qui, on le sait, est lié est un facteur favorisant la maladie de Crohn, mais qui peut être aussi associé à certains profils alimentaires plutôt que d'autres. Donc les études épidémiologiques, ça nous montre qu'il y a une association, ça ne nous donne pas la causalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de données expérimentales, c'est les données de laboratoire, c'est les études sur modèles animaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans l'alimentation, peut induire une inflammation intestinale. Donc, on a effectivement montré un impact de l'alimentation, en particulier sur le microbiote intestinal. Dans cette étude, les souris ont été nourries avec un régime occidental, donc riche en sucre, riche en graisse, et ce sont des souris génétiquement prédisposées qui ont développé une dysbiose avec une augmentation de la proportion d'Escherichia coli de type Hayek, et ça s'est accompagné d'une inflammation intestinale avec une élévation du TNF-alpha. Là, c'est une étude qui montre la même chose, mais qui est encore plus intéressante puisqu'elle reproduit le modèle physiopathologique que je vous ai montré au début. On nourrit les souris génétiquement prédisposées et des souris normales avec une alimentation riche en graisse. On voit apparaître une dysbiose et on voit apparaître secondairement une inflammation intestinale et donc une colite, mais uniquement chez les souris génétiquement prédisposées. Donc ça vous remet en lien les prédispositions génétiques, l'inflammation dirigée contre un microbiote intestinal, mais chez des personnes génétiquement prédisposées. Alors, il n'y a pas que le microbiote qui est influencé par l'alimentation, il y a aussi la barrière intestinale elle-même, qui sert normalement de protection pour la muqueuse intestinale. Et sous l'effet d'émulsifiance, cette couche de mucus qui normalement protège et qui est en vert sur les diapositives, s'amincit et donc protège moins la muqueuse intestinale qui se retrouve en contact avec la flore du tube digestif, ce qui favorise l'inflammation. Alors tout ça, c'est bien joli, c'est des données de laboratoire, mais c'est chez l'homme que ça nous intéresse. Et donc pour l'homme, on a des données cliniques et on a des essais randomisés, en particulier sur la nutrition entérale artificielle exclusive. Donc ça, c'est une étude qui a été menée chez des enfants qui avaient une maladie de Crohn en poussée, qui n'avaient pas reçu de traitement. Ces enfants ont été tirés au sort pour recevoir soit une corticothérapie, soit une nutrition entérale exclusive. Donc en abscisse, vous voyez le temps, c'est une étude qui a été menée sur 10 semaines, et en ordonnée, le PCDAI, c'est un score d'activité clinique de la maladie, et vous voyez que les courbes sont parfaitement superposables, il n'y a pas de différence significative entre une corticothérapie et une nutrition entérale exclusive. Donc l'alimentation entérale exclusive est aussi efficace que la corticothérapie pour les poussées de maladie de Crohn chez ces enfants. Et même, ça va plus loin, puisque sur ce schéma, en fait, vous avez en ordonnée, cette fois, un score d'activité endoscopique, c'est-à-dire les lésions qui sont décrites sur la muqueuse intestinale. Les 2 colonnes de gauche, c'est un état des lieux au début du traitement, avant la mise en route de la nutrition, avant la mise en route des corticoïdes. Les carrés blancs, c'est la nutrition entérale, les carrés noirs, c'est les corticoïdes. Vous voyez que les 2 groupes sont identiques. Quand on regarde après 10 semaines de traitement, eh ben, les carrés blancs sont plus bas que les corticoïdes, c'est-à-dire qu'on a un meilleur score de cicatrisation muqueuse sous nutrition entérale que sous corticoïdes. Donc vraiment, il y a un effet bénéfique de l'alimentation entérale exclusive dans la maladie de Crohn. Alors voilà, on voit qu'il y a un rôle de l'alimentation, qu'il y a un impact, mais en pratique, ce qui intéresse les patients, c'est au quotidien, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, des choses qui sont bénéfiques, des choses qui sont nocives, mais finalement, on n'a pas de données
pour permettre d'affirmer ou d'infirmer ces idées. Il y a des régimes spécifiques qui ont été proposés dans les maladies inflammatoires qu'on va voir. Le régime pauvre en FODMAPS, le principe c'est de supprimer les sucres qui sont mal absorbés par l'intestin grêle et qui du coup entraînent une fermentation dans le côlon. Ça c'est un régime qui a apporté la preuve de son efficacité dans les troubles fonctionnels intestinaux. Malheureusement dans les maladies inflammatoires, il n'y a pas d'efficacité démontrée par des études. On a essayé de regarder, il n'y a pas de modification de la calprotectine fécale, donc on ne peut pas recommander ce régime chez les patients. D'accord. Le régime spécifique en carbohydrates, donc là c'est un régime où on exclut les sucres pour limiter la pullulation microbienne. Là encore, le niveau de preuve est très faible. On n'a pas de données montrant une cicatrisation de la muqueuse sous ce régime. Pardon. Le régime IBD-AIDS, c'est la même chose avec des probiotiques. Là, cette fois, on a une étude randomisée canadienne, régime normal versus ce régime. Et il n'y a pas de différence chez les patients qui avaient une maladie de Crohn quiescente. Il y a le même taux de rechute chez les gens qui suivent ce régime et chez les gens qui suivent un régime normal. Donc, je vais passer rapidement sur le régime paléolithique qui est un petit peu anecdotique, mais là encore, il n'y a pas de preuve. Et donc, on essaie quand même de continuer à avancer et on va mettre en place avec le soutien de l'AFA le projet Mikinote qui va être lancé dans le courant 2019 et le principe c'est d'inclure des patients, des enfants qui ont une maladie de Crohn quiescente et de faire remplir soit par ces enfants soit par leurs parents tous les mois un questionnaire sur les habitudes alimentaires pour essayer de dégager dans leur mode d'alimentation des choses qui pourraient favoriser la rechute. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux patients qui ont une maladie inflammatoire ? Il n'y a pas de preuve qu'un régime, qu'un conseil diététique particulier peut améliorer les maladies inflammatoires intestinales. Ce qu'on peut quand même conseiller, c'est de limiter un petit peu les apports en graisse animale, de limiter les aliments hyper transformés qui sont remplis d'émulsifiants. Et puis, juste une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec l'inflammation, mais pour les patients qui ont une maladie de Crohn avec une sténose, les fibres dures, ce sont des fibres qui sont indigestes, qui peuvent faire des bouchons, qui peuvent se bloquer dans la sténose et entraîner des occlusions. Donc, effectivement, dans le cas d'une sténose en rapport avec une maladie de Crohn, il faut limiter les fibres dures. Et puis garder en tête aussi que quand on a une maladie inflammatoire intestinale, on est fragile aux infections intestinales et les aliments, c'est aussi des vecteurs d'infection. Donc méfiance, les aliments crus, les aliments non pasteurisés, les conserves à la maison peuvent être apporter des infections intestinales. Donc il faut vraiment faire attention à ces aliments-là. Donc en conclusion, il y a clairement un lien entre l'alimentation et les maladies inflammatoires. C'est démontré par les données épidémiologiques, les données expérimentales que je vous ai montrées. La nutrition entérale a fait la preuve de son efficacité dans les poussées de maladie de Crohn. Pour autant, malgré ces données qu'on connaît déjà, on manque de preuves pour recommander un régime plutôt qu'un autre pour les patients ayant une maladie inflammatoire intestinale. Et donc, ce qu'on peut recommander de façon générale, qui s'applique aussi aux patients qui ont une maladie inflammatoire, c'est de garder une alimentation saine, équilibrée, qui de toute façon, si on n'a pas montré la preuve de son bénéfice dans les maladies inflammatoires intestinales, apportera un bénéfice dans tout ce qui est prévention des pathologies cardiovasculaires, ostéoporose, cancer, auxquels les patients qui ont une maladie inflammatoire peuvent être exposés également. Je vous remercie.